L'une des plus grandes voix de la chanson, Nicole Croisille. Merci d'être avec nous, Nicole Croisille. On est très heureux. Il y a une nouvelle chanson qui s'appelle Infiniment d'amour, pour accompagner comme ça le florilège des grandes chansons qui ont accompagné la vie des gens, qui font qu'ils vous aiment encore aujourd'hui. Infiniment d'amour, ça résume votre carrière, votre vie, votre rapport au public. Oui, ça résume ce que j'ai envie de dire aux gens au jour d'aujourd'hui. La vie devient de plus en plus difficile. Survivre, ça n'est pas suffisant, il faut aussi vivre. Et je crois que la chose la plus gratuite qu'on puisse s'offrir les uns les autres, c'est infiniment d'amour. On en a besoin. Et une femme avec toi, on va entendre un extrait, c'est sur scène. C'est là où vous êtes heureuse, Nicole Croisille, sur scène, avec le public. Oui. Il y a un échange, regardez. D'accord. Et quant à moi, eh bien moi, je suis toujours cette pauvre femme qui fréquentait des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leur cigare. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'étaient que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seule quand je t'ai rencontré. Les autres s'enterraient, toi, tu étais vivant. Tu chantais comme chante un enfant. Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Voilà, ça, ce sont des phrases qu'on n'oublie pas. Le petit coup d'œil au pianiste, c'est un gag qu'on ne peut pas comprendre en voyant juste cet extrait. C'est parce qu'au début du spectacle, je présentais mes musiciens, au début, pour que les gens sachent à qui ils avaient affaire. Et il se trouvait qu'il y en avait déjà deux qui étaient d'origine italienne, dont mon pianiste, qui s'appelle Papiri. Et alors je disais, voilà, il est italien et il vit en France et tout. Donc quand j'arrivais à cette phrase-là, dans la chanson, je le regardais, je faisais « Oh, pardon, excusez-moi ». Et évidemment, là, ça fait curieux de le voir ça comme ça en extrait. Et c'est vrai que Pierre Delanoë, quand il a écrit ses paroles sur cette adaptation d'une chanson italienne, il voulait vous faire dire des choses que vous ne vouliez pas dire. Oh, il y avait une chose qui venait du texte italien, l'auteur Vito Pallavicini, qui était un grand auteur de chansons italiennes et qui avait écrit cette histoire. Et cette femme qui s'ennuyait au milieu de ces gens bourrés d'argent et avec leurs cigares, et qui ne faisait pas attention à elle d'ailleurs, et elle rencontre un jeune homme pendant ce cocktail, et au cours de la conversation, ce qui était raconté dans l'histoire en italien, elle lui disait « Bon, alors quand est-ce qu'on va faire l'amour, puisque de toute façon on va bien le faire ?» Et il me traduit ça, Pierre, et il me le met, Delanoë, il me le met dans le texte. Et là, je me dis, c'est pas possible qu'on dise ça. Dans notre pays, on peut pas dire ce genre de choses. Je ne sais pas si en Italie on peut, mais en tout cas chez nous. Et donc, je lui ai dit à ce moment-là, dis-moi, tu serais dans un cocktail, et tu vois une femme qui te plaît, qui te séduit, tu commences à prendre un verre avec elle, et au bout de 2 secondes, elle te fait, bon, alors quand est-ce qu'on fait l'amour? Parce que tu fais quoi? Il m'a fait, je prends la porte. Et ben, je dis, voilà, je ne voudrais pas que le public prenne la porte. Trouve-moi autre chose. Et vous avez un jour pris la porte, Nicole Croisille, parce que vous rêviez de spectacle, vous rêviez d'Amérique. C'est vrai que vous avez répondu à une annonce, vous êtes retrouvée danseuse aux États-Unis avec les Parisian Can-Can Girls. C'était quoi ça? Vous êtes retrouvée en bunny. Oui, enfin non, j'ai refusé. Un Playboy Café. Dans un Playboy, dans le Playboy Club, le grand Playboy Club. C'était le seul à l'époque à Chicago. Depuis, il y en a un peu partout, à New York et dans d'autres villes. Et évidemment, le directeur du personnel me dit bon, bah alors vous mettrez le costume de Bonnie. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais pas chanter. Le petit lapin, c'est surtout les oreilles au-dessus de la tête. Alors je lui ai dit, écoutez, ça va être très difficile de chanter des ballades auprès du piano-bar avec les gens qui sont là avec un verre, avec les oreilles qui font ça. Alors bon, il m'a dit, écoutez, si vous avez des jolies robes et des bijoux, ça ira. Et c'est vrai que vous êtes fait engueuler parce que vous parliez avec des musiciens noirs? Oui. Bah, c'était Chicago et c'était en 61. Et en 60 même, je crois. Non, 60, je ne sais plus. C'est trop loin. En tout cas, oui, la direction refusait que, face aux clients, étant donné qu'aux États-Unis, il y a quand même un bon fond encore de gens qui ne sont pas arrivés à accepter qu'il y ait des Noirs dans la société américaine. Ça existe encore. Ouais. Donc, pour la clientèle, ils ne voulaient pas qu'une chanteuse blanche qui attendait dans le couloir, qu'on attendait entre les séries où on passait devant le public, parle avec les musiciens noirs. Donc, il m'a dit non.
Vous dans votre coin et eux dans le leur. On vous appelait Nicoli à cette époque-là. Bah oui, parce que N-I-C-O-L-E, quand on lit en américain, ça fait Nicoli. Voilà. Après, c'est le TNP, le Théâtre National Populaire de Jean Villard. Vous revenez, vous faites du théâtre, vous faites de tout, adaptation de Ray Charles, c'est votre premier disque. Vous fumez une cigarette sur la pochette. Oui, à l'époque, on pouvait. Cette photo a été faite à Chicago. Ouais. Je sortais du club et donc à l'époque, je fumais beaucoup. Ouais. Et puis alors, vous allez faire les chœurs sur le premier disque d'un chanteur inconnu qui s'appelle Claude François. Non mais c'est vrai. Avec Hugo Frey, oui. entre autres. Le on avait d'autres Twist. copains et des musiciens qui étaient avec nous. On lui a fait les chœurs. Bah, on travaillait entre copains, donc il nous a dit, dites donc, il me faudrait des chœurs sur le disque. On dit, t'inquiète pas, on vient. Ouais. Mais ça, je peux le faire encore, ça. Je l'ai fait aussi pour Pierre Perret. La fameuse chanson où il parle à la préposée des postes, qui est une femme acariâtre et tout. C'est moi la préposée des postes. Vous dites quoi, par exemple, vous vous en souvenez? Oh, je me souviens, elle disait, j'ai oublié, il faut être prête. C'était parce qu'elle devait avoir une jolie culotte, ou je ne sais plus exactement. Dans la vie, il faut toujours être prête. Oui, il faut toujours être prête. Après, avec les Folies Bergères, vous repartez aux États-Unis. Et puis, à la rencontre avec Michel Legrand, hein, les Parapluies de Cherbourg. Oui, mais je ne suis pas dans les Parapluies de Cherbourg. Mais vous l'enregistrez? Non, non plus. Ce qui s'est passé avec les Parapluies de Cherbourg, c'est qu'il m'a cherché à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'étais justement aux États-Unis. Donc, il ne m'a pas trouvé. Mais par contre, moi, quand je suis repartie aux États-Unis pour rencontrer un producteur qui était Don Costa, qui était un arrangeur et un producteur magnifique, qui travaillait avec Streisand, Tony Bennett et tout ça, et qui voulait produire des artistes européens. Et je suis arrivée avec le disque des Parapluies de Cherbourg. Et je lui ai fait écouter en lui disant, regarde ça, voilà ce qu'un de nos compositeurs phares a écrit. Et quand il a entendu ça, il m'a fait, je le veux, je le veux, je le veux. Et donc j'ai servi de traductrice pour toutes les chansons, pour que l'auteur américain qui s'appelle Norman Gimbel, qui est devenu un ami depuis, puisse écrire les textes en américain pour que ça soit exploité aux États-Unis. Il y a quelque chose que vous ne raterez pas, c'est être la voix intérieure d'Anouk Aimée. Parce que là, c'est la rencontre avec Lelouch, Pierre Barou, évidemment, et un homme, une femme. Oui. Et c'est vrai que Shabadabada, c'est parce que vous n'aviez pas de parole, en fait. Oui, on était en studio en train de préparer la musique, car Claude voulait tourner avec la musique. Et il le fait toujours, ça, d'ailleurs. Il considère que la musique, et c'est très important, est un personnage du film. Et Pierre Barou n'avait pas encore écrit le texte. Donc, avec Barou, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, écoute, on ne va pas faire la la parce que c'est un peu cucu. Alors, comme on était tous les deux très férus de musique brésilienne, on a fait, et moi de jazz, donc on a fait des onomatopées, quoi, histoire de pas trop s'ennuyer. Et il est parti tourner avec ça, et quand il est revenu, qu'il a fini le tournage et qu'il commençait le montage, il a dit à Barou, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu gardes Dabadabada, parce que ça n'est pas Shabadabada. Ah, c'est pas Shabadabada. Non, ça c'est un journaliste qui a écrit ça un jour, et depuis, apparemment, c'est plus facile de dire Shabadabada que Dabadabada, mais bon. Et alors, vous êtes incroyable, parce que là, c'est le triomphe, la Palme d'Or au Festival de Cannes et tout ça. Et qu'est-ce que vous trouvez à faire? C'est d'enregistrer un disque où vous cachez, vous changez de nom, on ne sait pas que c'est vous, vous vous appelez Tuesday Jackson. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Ah oui, non, mais c'était le réalisateur Marcel Carnet. Marcel Carnet, le réalisateur, il veut brusquement que toute la bande sonore soit faite par des anglo-saxons. Or, la production était en France et moi, je travaillais dans une édition... C'est Les Jeunes Loups, le titre du film. Les Jeunes Loups. Et en fait, les gens se souviennent plus d'I'll Never Leave You que des Jeunes Loups, car malheureusement, le film n'a pas rencontré le succès des tricheurs qui avait été fait 10 ans avant. Et I'll Never Leave You. Voilà, il voulait que j'ai un nom américain, alors j'ai inventé ça en 2 secondes. C'était un extraordinaire souvenir, Nicole Croisille. On parlait tout à l'heure de Femmes avec toi, il va y avoir toutes ces suites de succès. Je vous propose encore d'entendre un extrait d'une autre chanson. C'est par exemple... Eh bien, parle-moi de lui. Puisque là-bas vous êtes ses amis, asseyez-vous et parlez-moi de lui. Il voulait voyager du sud au nord, et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord. Il n'a pas écrit. A-t-il enfin trouvé la joie? Il y aura bien sûr aussi Téléphone-moi, La Garonne, vous allez enregistrer les grands chanteurs du Québec, vous allez vous produire au théâtre.
Pour revenir sur une des rencontres importantes de votre vie, c'est le mime Marceau. Est-ce que c'est vrai qu'il vous a dit un jour, eh bien, il faut que tu trouves la clé du passage? Ça veut dire quoi, alors la ça? clé du passage, c'est parce que moi je suis quelqu'un de très pudique au départ, comme d'ailleurs beaucoup d'artistes au départ. On est souvent des gens timides et pudiques. Et la seule manière de s'en sortir face au monde extérieur, c'est de s'obliger à passer la rampe. Alors on va faire du théâtre. Et si on y arrive, si on est doué pour le faire, on se trouve face au problème. Vos émotions s'arrêtent à la barrière du visage. Et ça ne passe pas. Et moi, il voyait bien que dans les séances d'improvisation qu'on faisait, et c'est là où il m'a dit « Tu as trop de pudeur. Il va falloir que tu trouves la fameuse clé pour te lâcher prise et laisser passer tes émotions. Il faut que ce qu'on appelle se déshabiller, quoi, hein, entre guillemets. » Nous, même dans le métier, on dit se déculotter, mais enfin, ça, c'est moins chic. mais en fait, c'est perdre toute notion de pudeur. Et le métier d'artiste, c'est ça aussi par moment. Évidemment, il ne faut pas tomber dans la débauche pour autant. Il ne faut pas en faire trop. Mais il faut arriver. Et ça m'est arrivé longtemps après. Et quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment perturbée parce que moi, j'avais l'impression que je ressentais des choses très fortes et que ça passait et qu'on les voyait sur mon visage. Et il me disait... Ça ne passe pas, chérie, il faut que tu trouves la clé. Et un jour, ça m'est arrivé avec beaucoup d'émotion, dans une occasion, dans une radio, une émission en public, avec Jean-Loup Dabadi, qui est un auteur de chansons et de scénarios de films, et qui est maintenant à l'Institut de France. Et j'interprétais une chanson qu'il avait écrite et qui n'était pas du tout de mon répertoire. Et je voulais tellement l'impressionner, j'étais vraiment sur le fil de l'énervement. Et cette chanson parlait d'un accident. C'était à la suite des choses de la vie oh, ça y est, son nom m'échappe. Voilà, Claude Sautet. Et donc, c'était la femme qui accompagne son ami, son fiancé, l'homme de sa vie, à la porte de l'hôpital et qui ne peut pas rentrer dans la salle d'op. Et là, j'ai éclaté en sanglots. J'ai fini la chanson en éclatant en sanglots. Après, j'ai trempé la cravate d'Abadi qui m'a pris dans ses bras. Je lui ai dit, excuse-moi. L'émotion m'a débordée. Et après, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, voilà, là, c'est arrivé. Ça a débordé et on a vu. Et donc, il faut que je retrouve ce chemin-là. Comment j'ai fait? J'ai cherché. Et bon, il faut croire que j'y suis arrivée, parce que maintenant, les gens me trouvent émouvante. Merci, Nicole Croisille. Je vous en prie. Voilà, l'Alhambra, c'est à Paris, évidemment, où vous produisez. Je vais rappeler quand même que Femme avec toi, vous l'avez enregistré au moment où le preneur de son vous dit on va faire des essais pour régler le son. Et on a gardé cette prise. C'est ça l'émotion aussi. Oui. Après, je l'ai refait 2 ou 3 fois, parce qu'on n'était pas très content de certaines notes avec mon directeur artistique. Et finalement, on est retourné à la première version. Merci Nicole Croisille. Il y a une compilation qui rappelle tous ces bons moments, tous ces grands moments. Elle se termine avec une chanson qui s'appelle L'Espoir. L'espoir de vous voir encore et toujours sur scène. Merci. Mais avec plaisir. Et bravo Nicole Croisille. Merci à vous.